Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h47 ici à Yaoundé. Toutes nos excuses pour ce démarrage plus que tardif, mais l'essentiel est sauf. Bienvenue au 20h30. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de votre journal de ce 26 mars 2015. Il faut apprendre à construire des maisons d'habitation aux normes. Le Conseil des cabinets du mois de mars s'est penché sur cette question, tout comme il a évoqué la promotion de l'éducation physique au sein de la société camerounaise. La communauté internationale doit se mobiliser pour venir en aide aux réfugiés du camp de Minawao. Le HCR prend la mesure des dégâts de la guerre contre Boko Haram et va mieux organiser son assistance. 75 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce samedi au Nigeria pour élire leur président. 13 candidats sont en lice pour un scrutin qui s'annonce serré. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Il faut assainir l'environnement de la construction et de l'habitat au Cameroun. Le gouvernement prend ce chantier à bras-le-corps et mettra bientôt en place un code de l'habitat et de la construction pour harmoniser toutes les normes en la matière. Le sujet était sur la table du Conseil de cabinet du mois de mars, tenu aujourd'hui à Yaoundé. Également au menu de ce conseil, la mise en route de l'agriculture de seconde génération dans le sous-secteur élevage et pêche. Les membres du gouvernement ont aussi parlé de la promotion de l'éducation physique dans la société camerounaise. Ce conseil de cabinet du mois de mars s'est tenu sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. Voici le reportage de Jean-Pierre Nzana. Besoin d'être architecte ou urbaniste pour se rendre à cette évidence. Au Cameroun, on construit, on se loge comme on veut, comme on peut, où l'on veut. Voilà qui donne l'impression d'un beau désordre dans notre paysage urbain. La même réalité peut s'observer sur le plan juridique avec des normes disséminées dans plusieurs textes législatifs et réglementaires. Il est donc question aujourd'hui pour le gouvernement d'encadrer le secteur de la construction et de l'habitat. Le bénéfice en sera de standardiser les produits et les procédés, de réaliser des économies d'échelle et surtout d'assurer la sécurité et la sûreté des constructions et des aménagements. D'où l'instruction du chef du gouvernement de parachever l'élaboration du projet de code de l'habitat et de la construction au Cameroun. S'agissant de la mise en œuvre de l'agriculture de seconde génération dans le sous-secteur élevage et pêche, les nouvelles semblent rassurantes. En effet, à en croire le ministre Taïga, l'offre quantitative et qualitative en protéines animales a enregistré une augmentation significative. Tout aussi rassurant, l'état des lieux de la pratique de l'éducation physique au Cameroun. En milieu scolaire, a relevé le ministre Adungaroua, la discipline suscite de plus en plus d'engouement. C'est le résultat, dit-il, d'une batterie de mesures prises par les pouvoirs publics. Au rang de celle-ci, la rénovation des méthodes pédagogiques et des programmes, la revalorisation du statut de cette discipline dans les examens officiels, l'allocation des primes aux enseignants. En milieu extrascolaire, le ministre Adungaroua s'est surtout félicité de la construction-rénovation des parcours Vital Yaoundé, Douala et Bamenda, dont du chef de l'État. Un communiqué a sanctionné le conseil de cabinet du mois de mars ce jeudi. Le document signé du secrétaire général des services du Premier ministre, Louis-Paul Motazé, revient en détail sur les trois principaux exposés présentés. Le ministre des Sports sur les acquis et les défis de la promotion de l'éducation physique, le ministre de l'Élevage sur la mise en œuvre de l'agriculture de seconde génération dans son sous-secteur, le ministre de l'Habitat, vous l'avez entendu, sur les normes en matière de construction et d'habitat au Cameroun. Session ordinaire du mois de mars au Sénat, le président Marcel Niat Difendi a présidé ce jeudi une conférence des présidents en vue de la séance plénière prévue ce vendredi à l'hémicycle. Et l'on se souvient qu'au lendemain de l'élection du bureau définitif de la Chambre il y a quelques jours, le président du Sénat avait demandé aux occupants de la Chambre haute du Parlement de se tenir prêts à examiner des projets de textes qui sont attendus tout prochainement sur la table des sénateurs. La communauté internationale doit se mobiliser davantage pour venir en aide aux victimes de la guerre contre Boko Haram. Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les lancé cette à Minawao, dans la région de l'extrême nord. Le haut-commissaire était en visite dans ce camp de réfugiés qui habite 33 000 victimes du terrorisme de Boko Haram. Il a donné des instructions précises pour une meilleure efficacité du HCR dans son assistance aux victimes. Cette visite du patron du HCR aux réfugiés de Minawao a permis aux sinistrés de ne pas se sentir totalement abandonnés. Voici le reportage d'Éric Benjamin Lamère, de retour de Minawao.
Un accueil chaleureux, au propre comme au figuré, c'est ce que les réfugiés du camp du Mindanao ont réservé au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en ce mercredi caniculaire où le thermomètre affichait 40 degrés à l'ombre. En un peu plus d'une heure, Antonio Guterres est allé à la rencontre de ces personnes meurtries qui ont presque tout perdu, sauf l'espoir. Un espoir entretenu par les structures sanitaires et scolaires, entre autres, déployées dans cet immense camp. Tout en saluant l'hospitalité camerounaise, le patron du HCR a lancé un vibrant appel à une plus grande expression de la solidarité internationale qui devrait aller au-delà du volet humanitaire. Il faut que l'aide humanitaire augmente et augmente d'une façon significative pour qu'on puisse garantir et aux Nigériens et aux Centrafricains et aux communautés locales tout l'appui dont ils ont besoin dans ce moment extrêmement difficile. Mais il faut aussi aider le Cameroun du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, appuyer ce pays qui a démontré une énorme générosité. À la suite de cet appel, l'Union européenne s'est déjà montrée disposée à accroître son soutien aux pays affectés par cette guerre. Le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire, M. Stylianides, devrait être dans la région dans le courant du mois de mai et nous espérons être à ce moment-là à même d'annoncer le dégagement de moyens complémentaires significatifs. En attendant que ces bonnes intentions se transforment en actes concrets, l'afflux ininterrompu des réfugiés pourrait rendre plus aigus les questions cruciales comme celle de l'accès à l'eau potable. En 6 mois, la population de réfugiés de ce cas a été multipliée par 5, passant de 6 000 à plus de 33 000 aujourd'hui. Avec l'afflux des réfugiés entrés dans le Rwanda-Chari, cette population pourrait encore s'accroître. De la mobilisation de tout le système humanitaire des Nations Unies, aux côtés des ONG internationales et locales, pour venir alléger les souffrances de ces populations qui demandaient qu'à vivre en paix. Éric Benjamin Lamère, Minawao, SIAC TV. Il n'y aura pas d'année blanche dans les localités frontalières avec le Nigeria. Le chef de l'État vient d'accorder une aide évaluée à 338 millions de francs CFA, une aide destinée aux élèves des départements du Logone-Chari, Mayo-Tsanaga et Mayo-Sava. Cet argent se décline en frais de scolarité, fournitures scolaires, matériel didactique et même denrées alimentaires. Sur l'ensemble des 3 départements touchés par l'insécurité, 12 lycées et collèges ont fermé leurs portes. Quelques 3435 élèves déplacés et intégrés à d'autres établissements scolaires. Par ailleurs, une centaine d'enseignants ont dû quitter les zones de conflit. Ce dont du chef de l'État fait suite au plan d'urgence de 5 milliards de francs CFA qui devrait construire quelques 250 écoles dans la région. Le reportage d'Aladi Mustafa de Sirti Extrême Nord. L'éducation n'a pas été épargnée par l'insécurité observée dans les zones frontalières au Nigeria. 12 lycées et collèges ont fermé leurs portes. 3435 élèves et 94 enseignants du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga et Logone-Chari ont été contraints de migrer vers d'autres établissements scolaires de l'extrême nord. Face à cette crise, le président de la République, Paul Biya, a débloqué 338 millions de francs CFA qui vont permettre d'assurer le paiement des frais exigibles des élèves, la fourniture du matériel didactique, le ravitaillement en denrées alimentaires et l'assistance aux enseignants déplacés. Nous avons été regroupés au CS de Mora Massif et sur le terrain ce n'est pas du tout facile. Le don que nous venons de recevoir ce matin particulièrement donnera un ouf de soulagement. Le CS de Ile Alifa qui, comme tous les établissements, a subi beaucoup de problèmes cette année. Heureusement, le chef de l'État vient de faire ce geste salutaire. Nous allons prendre en charge le personnel enseignant vacataire qui est là en place. La remise sera donc sous l'autorité des préfets de chaque département et les préfets seront assistés par les délégués départementaux. Il y a quelques semaines, le chef de l'État avait prescrit un plan d'urgence de 5 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 256 salles de classe, des latrines et des forages dans les zones touchées par cette insécurité. À ce jour, les choses avancent. Tous les marchés ont été passés. Dans les prochains jours, nous allons effectuer un tour pour prendre la température et nous y veillons beaucoup plus pour le respect des règles de l'art. Reste à présent que les bénéficiaires en fassent bon usage pour une année scolaire réussie dans la région de l'extrême nord.
À l'Assemblée nationale, on se dote pour la première fois d'organes de contrôle parlementaire permanent de la dépense publique. Le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux chargés du contrôle des recettes et de l'usage des fonds publics ont été installés aujourd'hui à Yaoundé par le président de l'Assemblée nationale. Kavaï Yeye Djibril a dit qu'il attend d'eux probité et responsabilité dans le contrôle des comptes de l'État qui doit être régulier et sincère. Voici le reportage de Séverin à Legambélé. Par le rituel d'installation du rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques au sein de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est une prescription de la loi de 2007 portant nouveau régime financier de l'État qui a été respectée. En effet, l'article 69 de cette loi demande que la Commission chargée des finances et du budget désigne chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et les rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques, du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de développement public. Un pas de plus dans le contrôle parlementaire. Les députés désignés pour jouer les différents rôles ont visiblement une responsabilité énorme. Le rapporteur général pour les recettes et les rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques vont bénéficier des services d'une cellule technique d'appui, incluant les responsables du secrétariat général de l'Assemblée nationale. C'était l'un de nos sujets à la une. Ce samedi, quelques 75 millions de Nigérians se rendront aux urnes pour élire leur président. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de campagne pour les 13 candidats en lice. Parmi les postulants, le président sortant Goodluck Jonathan et son principal challenger, Modou Bouhari. Les observateurs annoncent un scrutin très serré. Des précisions avec Ibrahim Chérif, notre envoyé spécial à Abuja, au Nigeria. Ces images ont l'air banales. C'est Abuja, la capitale administrative du Nigeria, dans son train-train quotidien, en ce jeudi de fin de campagne électorale en vue de la présidentielle du samedi 28 mars. Et pourtant, c'est tout le Nigeria qui retient son souffle, tant le contexte et les enjeux du scrutin à venir sont importants, cruciaux pour le pays. La guerre au nord-est contre Boko Haram, la dégringolade des prix du pétrole, principale source de revenus du pays, une atmosphère de défiance vis-à-vis d'un président sortant qu'on accuse à tort ou à raison d'avoir laissé faire Boko Haram et de ne pas être à la hauteur des enjeux. Goodluck Jonathan répond « J'ai fait du Nigeria la première puissance économique de l'Afrique ». Il passe rapidement sur les filles de Chibok et Boko Haram. Muhammadu Bouhari, son principal challenger, est conscient de ce que 2015 est sa dernière occasion d'accéder démocratiquement au pouvoir dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Sa campagne, en avant toute contre la corruption, pas de quartier pour les terroristes et un homme à poigne à la tête du Nigeria. Les sondages, eux, affirment que les jeux sont très serrés. On n'a jamais eu de présidentielle aussi indécise au pays de Fela Kuti et de P-Square. Les Nigériens attendent de voir ce qui va arriver dans les prochains jours. Moi, je vais aller voter. Je ne pourrai pas aller voter parce que je suis inscrit sur la liste dans mon village, pas ici à Abuja. Côté sécurité, on sent quand même une certaine tension monter. Ici à Abuja, beaucoup de personnes ont préféré quitter la capitale le temps du scrutin. L'armée, quant à elle, met en garde. Aucune violence ne sera tolérée pendant et après le scrutin de samedi. 13 candidats sont ainsi en lice. Goodluck Jonathan et Muhammadu Bouhari, qui s'affrontent pour la seconde fois à ce stade, font figure de grands favoris du scrutin. Samedi, les urnes vont parler. Ibrahim Chérif, Abuja, CRT. E-payment ou acquittement des services et autres factures par voie électronique. Les Camerounais, ça rime. Tout le monde en parle, même si tous ne l'ont pas encore essayé. Force est de reconnaître que le paiement en espèces reste une pratique ancrée dans les habitudes. Et les habitudes ont la peau dure. Plusieurs personnes ne font pas encore confiance au paiement électronique. Difficile de croire qu'un clic suffit à payer une facture, par exemple. La révolution finira par arriver. Il faudra s'y faire. Le développement des technologies de l'information, de l'atome et de la communication est irréversible. Olivier Kingemoli.
Conservation du titre de transport en ligne dans un environnement où la culture du paiement en ligne subit encore la pesanteur traditionnelle. Les Camerounais en général aiment posséder leur argent sur soi et faire effectuer des paiements avec encore le cash en main. Donc c'est pas encore entré dans la culture, pas parce que c'est pas faisable, non, c'est faisable, c'est implémentable. L'expert veut donc que le citoyen ordinaire assimile bien le concept de e-payment qui peut être utilisé à partir de plusieurs plateformes. Le e-payment déjà c'est ce qu'on appelle vulgairement le paiement en ligne. Il faut d'abord avoir une connexion internet. Si vous faites dans les sites web, les e-commerce, vous pouvez avoir un site web de paiement où vous présentez vos différents produits. Par exemple, on peut avoir des paiements via Mobile Money et également avoir un compte où vous allez lier par exemple votre carte bancaire à ce compte pour effectuer les paiements en ligne. Et pourtant, les offres de services de e-payment sont régulièrement proposées maintenant aux Camerounais par le biais de la publicité. Et si la pesanteur relevait d'une crainte de sécurité? En matière de paiement en ligne, sachez toujours que les ingénieurs qui travaillent là-dessus implémentent le concept de sécurité et la sécurité sur plusieurs volets. Il y a des PKI, il y a de la cryptographie qui est implémentée là-dessus. Donc, un site web de vente en ligne, en principe, tient compte de tous ces aspects en matière de sécurité. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité parfaite. Le développement irréversible et tous azimuts des TIC finira par imposer cette culture aux consommateurs. C'est peut-être une question de temps. Dans la même veine, la banque mobile par téléphone portable et Internet ou encore la signature électronique peuvent être des services qu'offrent les institutions financières. À la réunion de Brazzaville, il y a quelques jours, ces innovations technologiques étaient au centre des travaux sur l'inclusion financière en Afrique centrale, même s'il y a une réticence de la part des banques conventionnelles qui y verraient un effritement de leur part de marché. Les experts financiers ont pris acte de l'ampleur de ces innovations technologiques qu'il faut encadrer par un arsenal juridique et réglementaire. Les détails avec Julienne Avomon-Vogo de retour de Brazzaville. Payer des factures par téléphone, envoyer ou recevoir de l'argent par le même canal, le numéro de téléphone portable peut devenir un compte bancaire actif mais virtuel. Les transactions ne sont pas gratuites mais elles coûtent bien moins cher. Si j'envoie de l'argent dans un pays de la sous-région, c'est un SMS en fait que j'envoie. Okay? Il n'y a pas de charge additionnelle qui s'impose. Donc forcément, les coûts que nous apportons dans le business des transactions financières est forcément révolutionnaire et entre en droite ligne dans la préoccupation sociale que nous avons tous, à savoir la lutte contre la pauvreté. Ces nouvelles pratiques qui n'excluent personne permettent un accès rapide aux services financiers par les populations démunies et l'on peut s'affranchir des contraintes parfois rigides des transactions menées en espèces et qui quelquefois nécessitent des délais importants. Certains agents de l'État perçoivent leur salaire par ce procédé, d'où la nécessité d'un encadrement juridique et d'un contrôle par une instance de surveillance. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une actualité ambiante qui est même planétaire, qui vise, n'est-ce pas, à lutter contre le blanchiment de l'argent et tout le reste. Donc, nous sommes tout à fait disposés, nous avons les moyens de nous adapter au cadre réglementaire qui permet de faire des contrôles en amont et en aval. Éducation financière, par la formation de ces petits épargnants dont vous disiez, mais dont vous parliez, mais aussi des petites et moyennes entreprises, des toutes petites, des micro-entreprises, par la formation de ces agents économiques. Opportunité pour les uns, menace pour les autres, la banque mobile en plein essor va accélérer la diversification de l'offre des produits financiers innovants. Une délégation interministérielle dans les champs de canne à sucre, c'était hier. Le directeur du commerce intérieur a conduit une délégation à Mbandok sur le site de la Sosucam. Il fallait s'assurer que la société sucrière du Cameroun était capable de produire la quantité de sucre attendue. La consommation locale annuelle tutoie les 180 000 tonnes. Et c'est la deuxième visite d'usine en seulement 3 mois et comme la dernière fois, la Sosucam a rassuré. Voici le reportage de Félicité Mélanie Betebe. Des milliers de sacs de sucre dans le magasin de stockage de l'usine de Mbandok. Pareil dans les 2 magasins de Koteng.
c'est que les usines tournent à plein régime ici depuis la fin d'année dernière. Nous sommes en production, nous produisons à peu près 800 tonnes jour et vous avez pu évaluer vous-même la disponibilité des stocks actuels sur l'ensemble de nos magasins. On tourne quand même aux environs de 46 000 tonnes de sucre disponibles actuellement pour la couverture des besoins nationaux. Les estimations font état de ce que sortiront de ces usines d'ici la fin de la campagne de récolte en juin prochain, au moins 126 000 tonnes de sucre de canne. Une quantité tout de même inférieure à la demande nationale. Nous avons attaqué l'année avec un stock à peu près de 37 000 tonnes de sucre en moyenne. Si vous y rajoutez nos perspectives d'environ 130 000 tonnes, plus la couverture usuelle des importations réalisées par les industries de transformation de sucre en morceaux qu'on appelle les agglomérés qui importent environ 20 à 25 000 tonnes, vous voyez que les 180 000 tonnes sont largement atteintes pour l'exercice en cours. On annonce le pic de consommation du sucre dès le 15 juin prochain, date probable du début du jeûne de Ramadan. Mais en attendant, les grossistes viennent se ravitailler et la canne continue de sortir des champs pour la transformation en sucre dans les usines. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la production de sucre dans ces usines qu'une délégation interministérielle conduite par le directeur du commerce intérieur au ministère du Commerce a effectué cette mission. Il faut noter qu'une décision du ministre du Commerce interdit les importations du sucre au Cameroun jusqu'à nouvel avis. Cette deuxième visite interministérielle dans les usines de la Sosucam tombe à pic, c'est que depuis quelques jours, une rumeur persistante enfle sur une pénurie de sucre sur le marché. Frayeur chez les consommateurs, panique chez les commerçants. Certains auraient même commencé à se constituer des stocks de sécurité. Mais heureusement, il n'en est rien. L'une de nos équipes est allée le vérifier dans les supermarchés et autres grandes surfaces. Le sucre est bien disponible. Reportage Karine Olivier Habit. Comme on peut le voir, le sucre est disponible dans les rayons de ce supermarché, sous toutes ses formes, en poudre et en morceaux, au prix de 650 francs le kilogramme. Certains commerçants rencontrés ce jeudi à Yaoundé sont formels. Les stocks sont disponibles chez nous. On n'a pas ressenti cette pénurie-là. On a toujours été livré et attend. Récemment, là, il n'y a pas eu de pénurie. Ils prennent le sucre comme chez mes distributeurs, comme d'habitude. Dans cet autre magasin, en revanche, les vendeurs disent avoir constaté une pénurie sur le marché. Le sucre dans les rayons proviendrait d'anciens stocks. Le sucre en morceaux surtout, le sucre blanc et le sucre marron. Même sur le marché, on n'a pas. On a fouillé partout, on n'a pas trouvé. Ce qu'on a au magasin, c'est l'ancien stock. Apparemment, il y a des fois qui en manque de sucre. Alors, pénurie ou pas pénurie, selon certaines sources, la situation de monopole sur la production et la distribution détenue actuellement par la Société sucrière du Cameroun aurait poussé les importateurs à créer la spéculation. En tout cas, une chose est certaine, le sucre est bel et bien présent en ce moment sur le marché. Pour combien de temps, l'avenir nous le dira. En santé, voici une nouvelle qui réjouit. Le poliovirus sauvage responsable de la poliomyélite est éradiqué hors de nos frontières. Le Cameroun sort donc de la zone rouge. C'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a annoncé la nouvelle, un certificat de conformité qui vient saluer les efforts des autorités sanitaires du Cameroun. Des campagnes synchronisées de vaccination ont été organisées sans relâche. La sensibilisation s'est poursuivie et ce n'était pas en vain. Et le ministre de la Santé était heureux d'annoncer la victoire du Cameroun sur la poliomyélite. C'était au cours d'un point de presse organisé aujourd'hui à Yaoundé. Voici un extrait du ministre de la Santé, André Mamafouda, sélectionné par Pierre Evembe. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Cameroun est maintenant déclaré pays non exportateur de poliovirus sauvage à la suite de la 4e réunion internationale du comité polio tenue le 27 février 2015. La décision de reclasser le Cameroun, qui quitte le statut de pays exportateur de poliomyélite à celui de pays infecté par la poliomyélite, résulte du constat de l'absence de nouveaux cas de poliomyélite au Cameroun depuis plus de 6 mois. En effet, le dernier cas détecté dans notre pays
date du 7 juillet 2014, dans un camp de réfugiés à Kété, région de l'Est. À présent, un sujet un peu nauséabond mais vital. Nous parlons d'assainissement liquide. Savez-vous qu'en ville, 2 Camerounais sur 10 ne disposent pas d'un coin d'aisance décent? Dans les campagnes, la situation est pire encore. Certaines régions, comme l'extrême nord, sont les plus mal classées. Le choléra y est endémique. À chaque retour de pluie, le défi aujourd'hui en ville comme en campagne consiste à aider les populations à se pourvoir en latrines. Un atelier pour élaborer une stratégie nationale d'assainissement s'est tenu aujourd'hui à Yaoundé. Au-delà des infrastructures, il s'agit surtout d'améliorer le réflexe sanitaire chez tous. Le reportage de Serge Atangana-Bissot. À la turque ou sur le trône, on peut s'estimer heureux, privilégié même. La ville au Cameroun fait relativement moins honte. 7 Yaoundéens et demi sur 10 en effet font la chose dans des lieux à peu près décents. Pour le maire de Garigombo par contre, à l'est, c'est une autre histoire. Il y a des fêtes à l'air libre, dans les cours d'eau, dans les concessions et autres, pratiquement à 100% s'il faut pas rater de proportions. 75% de personnes détenteurs d'installations dites améliorées, c'est encore 25% qui s'appliquent à donner du travail à ces messieurs-dames. Dans la problématique de l'assainissement liquide, il ne s'agit pas seulement de le faire proprement. La santé en dépend tout aussi bien. On a connu pas mal d'épidémies de choléra ici au Cameroun, telles que les amibiases. On se met également à l'abri par exemple de la fièvre typhoïde. Donc la première chose à faire, c'est de sensibiliser la population aux bonnes pratiques. 600 latrines publiques devraient être construites en 2015 grâce au projet. La Banque mondiale rend 15 milliards disponibles pour. À Dakar, les déjections humaines, une fois collectées, sont ainsi traitées. Pour Yaoundé, c'est un de ces vendeurs de terrain, comme on les appelle pour les railler, vers Bankomo, qui prête son terrain vague. Tout n'est donc pas d'avoir ses latrines perso, si on parle d'assainissement liquide public. La société civile d'Afrique centrale se préoccupe des questions d'intégration régionale. Elle souhaite prendre une part décisive dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement. Les leaders d'organisations de la société civile sont réunis à Yaoundé depuis ce matin et participent à une formation de 3 jours pour renforcer leurs acquis et s'imprégner des enjeux de développement dans la sous-région. À la fin, ces leaders devraient s'identifier des secteurs d'action prioritaires et la forme que devrait prendre leur participation. Voici quelques explications dans ce reportage d'Adrien Babaïgué. L'intégration régionale en Afrique centrale n'est pas encore une réalité partagée par toutes les populations de la sous-région. Ceci pour des raisons diverses. Nous sommes là en fait pour porter la voix des citoyens, des populations africaines, pour dire à nos chefs d'État, vraiment sortez-nous de ce bourbier. Le forum de Yaoundé, le tout premier du genre, ouvert ce jeudi au Palais des Congrès, regroupe les leaders des organisations de la société civile de la sous-région Afrique centrale. Cette rencontre Voilà quelques petits soucis avec ce reportage sur la société civile. Toutes nos excuses. Parlons du RDPC encore avec les échos des célébrations de ce 24 mars. Le parti a eu 30 ans, vous le savez, une occasion de célébration pour les militants et militantes. Partout, la fidélité renouvelée au président national du parti. Les discours prononcés saluent la paix comme une valeur à préserver. Voici le 30e anniversaire du RDPC tel que vécu en Gambéré dans la Damawa, à Bertois dans l'Est, à Koutaba et Tonga dans l'Ouest et dans les arrondissements de Douala 1er et 5e dans le littoral. Saliou Halirou Kwakou, Eliomé Ondo, Constance Zé, Aurélie Crescence Mida et Pierre Evembe sont nos reporters. Sobriété et dignité, deux mots qui ont soutenu la célébration du 30e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la section Béré Centre.
choix qui se justifie par le contexte de l'heure marqué par la lutte contre la secte Boko Haram. Militants et militantes de différentes sous-sections de la circonscription politique sont venus par milliers à Meganga réaffirmer leur volonté d'œuvrer pour la paix, l'unité et le progrès. Fort de bons points engrangés au cours de ces 30 dernières années, les militants ont à l'unanimité renouvelé leur fidélité et leur loyauté à Paul Biya, président national du RDPC, qui envisage de faire du Cameroun un grand pays. À la permanence du parti RDPC à Bertois, les militants assidus assistent en début de manifestation à un culte œcuménique qui a permis aux forces en présence de s'unir dans la prière et présenter le Cameroun au Créateur. Les discours étaient fort élogieux pour les 30 ans d'existence du parti RDPC et appelaient en même temps à la prise de conscience des militants sur la préservation de la paix et la sécurité dans notre pays. Cette couleur avait été annoncée d'entrée de jeu avec la minute de silence observée après l'exécution de l'hymne national. Plus grande mobilisation autour du président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Des mots forts de la part des présidents des sections Lom et Djerem Sud pour exprimer leur soutien au nom des militants, au président de la République et aux forces de défense au front contre la nébuleuse. Ils ont également eu une pensée pour les populations vivant dans ces zones rouges. Douala 5e s'est mobilisé pour les 30 ans du parti. Des prières œcuméniques sont dites pour la paix au Cameroun. Un important stock de denrées alimentaires est remis au sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e comme soutien aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Malgré le vide laissé par Françoise Foning, les camarades du parti entendent garder la flamme allumée autour de l'exécutif communal. À Douala 1er, on a fait dans la pédagogie pour célébrer le trentenaire du parti. Des journées portes ouvertes et un match des incollables. Pour le président de la section Vouri 1, Lengue Malapa, les camarades doivent apprendre à connaître le parti ainsi que ses dirigeants. Sobriété et dignité sont les maîtres mots qui ont caractérisé la célébration du 30e anniversaire du RDPC à Koutaba. Par cette attitude, les militants ont tenu à exprimer leur solidarité aux populations de l'extrême nord, victimes des atrocités de la secte terroriste Boko Haram. Dans ce contexte, les militants de la section Noun Centre-Sud ont tenu à réaffirmer leur soutien derrière le président national pour vaincre Boko Haram. Les différents orateurs ont tous témoigné leur solidarité, mais surtout leur détermination à accompagner Paul Biya sur la voie du développement du Cameroun. Démonstration exemple à l'appui de l'apport du RDPC dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et l'épanouissement des populations de l'arrondissement de Tonga dans le département d'Undé. Il était question pour le chef de la délégation du comité central du RDPC, le député Jean-Claude Feteux, de saisir ce moment de communion qu'offre cet anniversaire pour saluer le dynamisme des militants et rendre hommage au président Paul Biya. La motion de soutien liée au contexte actuel venait ajouter à l'appui financier de 2 millions de francs CFA la solidarité aux soldats au front. La fête malgré la menace à la frontière dans le Diamaré, dans l'extrême nord. Les sections 1, 2, 3 du RDPC ont célébré la bravoure des soldats au front. Le président de la République a été honoré lui aussi pour son courage et sa clairvoyance dans la guerre sans merci que notre pays livre contre Boko Haram. Suivons ce reportage d'Abdoulaza Amadou de Sirtili Extrême Nord. C'est dans la sobriété, la dignité et le recueillement que les militants des 3 sections RDPC du Diamaré Centre ont célébré ce 30e anniversaire. Pour les responsables locaux du RDPC, les résultats probants obtenus par l'armée camerounaise ces derniers jours et la joie de vivre retrouvée au sein de la population victime des exactions de Boko Haram sont à mettre à l'actif du président Paul Biya. 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Nous avons fêté la cérémonie de lancement avec faste et nous avons eu une pensée à nos vaillants soldats qui sont le long des frontières. Nous avons eu une pensée à tous nos compatriotes qui sont tombés dans le champ de bataille, ainsi que les familles victimes du terrorisme de la secte Boko Haram. Et cela ne nous découragera pas. Aujourd'hui, vous-même voyez le nombre de dames députées dans la région de l'extrême nord. Nous sommes à 6 dames députées, 3 dames sénatrices,
qu'est-ce qu'on doit encore demander à plus à un parti au pouvoir? Dans une motion de soutien adressée au président national et remise au gouverneur de la région de l'extrême nord, les 3 présidents de section RDPC du Diamarais Centre accompagnaient les militants en détermination à œuvrer pour la paix, l'unité, la démocratie et le progrès. Rendez-vous demain vendredi à 10h à l'hôpital militaire région numéro 1. Le secrétaire général du ministère de la Défense va présider la cérémonie de réception des médicaments offerts par la Société industrielle des produits pharmaceutiques. C'est en appui aux forces de défense et de sécurité engagées au front contre Boko Haram. Bernard Alphonse Libot a commencé aujourd'hui son voyage pour l'éternité. Le journaliste principal et ancien chef de cellule des reportages spéciaux au Premier ministre est mort le 28 février dernier à Yaoundé des suites de maladie. La levée de corps a eu lieu cet après-midi à Yaoundé. De nombreux collègues et amis du journaliste à la retraite se sont retrouvés à la morgue d'Ekounou pour un hommage aux disparus. Bernard Alphonse Libot, Bal, comme nous aimions bien l'appeler, sera inhumé samedi à Nguibassal, son village natal. Le reportage des Jeunes Bey. Il était une fois Bernard Alphonse Libot, un maestro du micro et du journalisme qu'il a exercé avec passion pendant une trentaine d'années. Nous sommes entrés à l'école internationale du journalisme de Yaoundé ECJ en 1980. On en est sorti diplômé en 1983. Nos chemins ne se sont pas séparés tout de suite puisque nous sommes allés à la radio. Mais c'est bien que nous avons présenté pendant un an, lui et moi, en 1984-85, le journal de 7 heures, le journal du matin au Poste national. J'ai pu mesurer toute l'ampleur de son expérience professionnelle. Présentateur à la voix de Stentor, en compagnie de Serge Ngandon Tonnet du 6-7-8, 3 tranches d'information matinale du Poste national de la CRTV au milieu des années 80. Bernard Alphonse Libot verra son... Voilà, l'adieu à Bâle, ce sera donc samedi prochain en Nguibassal. Sur cette note triste que s'achève ce journal exceptionnellement long. Retenez simplement que le conseil de cabinet du mois de mars s'est tenu aujourd'hui à l'immeuble Étoile sous la présidence du Premier ministre Filemon Oyon. Il s'est agi notamment de la promotion de l'éducation civique physique au Cameroun ainsi que des normes dans la construction et l'habitat. Merci, restez sur notre antenne. Bonsoir. Retrouvez demain l'équipe du week-end de Charmanda, Matabadine Oumar et Lucrèce Medundjemba. Valérie, à lundi. À lundi, Evelyne, mesdames, messieurs, bonsoir et bon week-end.